Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR et je suis rejoint par Shai pour la première fois depuis presque 2 semaines. Ouais. Shai qui est revenu de New York, il était hier présent avec Théo dans le CQFR. Donc là, Shai, je retrouve mon binôme habituel, même si c'était évidemment cool de faire avec Théo, hein. Je ne vais pas envoyer de shade à Théo parce que là, il me menace évidemment comme d'habitude. Vous connaissez le comportement de Théo à chaque fois qu'on est en CQFR. Shai, avec 15 matchs au programme, tu as un retour, tu es gâté quoi. 15 Ouais. matchs, toutes les équipes ont joué cette nuit. Il va y avoir un paquet de performances à débriefer. Ouais, c'est à cause Est-ce des que élections, c'est à cause des élections américaines, c'est pour ça, faut préciser. Il y a les élections ce soir et puis du coup, ils ont tout joué là, je savais pas que c'était pour ça. voilà. Pas du tout. Merci. Ah, j'étais Voilà. j'é j'étais un peu percé dedans, devant l'endroit où je bouffais tous les jours, il y avait le camion de campagne de Donald Trump, donc là, je suis bien dans le truc là. Je suis quasiment sûr, allez, à 77%, c'est très précis, que si tu avais voulu, tu aurais pu trouver une combine pour voter aux États-Unis. Vu C'est que je très vois que tu peux possible. voter dans des tu sais, dans des mailbox qui sont Je placés connais dans la rue. je connais des gens qui peuvent vous faciliter l'accès à des effectivement. C'est assez incroyable. Bref, allez, parlons basket. Est-ce qu'il y a une performance ou un match que tu vas aborder en premier? Tiens, je vais te laisser la main, je vais te laisser l'honneur de nous aiguiller sur CQFR. Déjà, tout simplement, le fait qu'il y a encore 2 équipes invaincues en NBA après ce début de saison. On s'y attendait un peu parce que Cleveland et OKC jouaient contre des adversaires abordables, donc moi je retiens que les Cavs, même un petit peu mis en difficulté à un moment par les Bucks qui ont encore joué, enfin là, qui ont cette fois joué sans Giannis et malgré un bon Lillard, je retiens que les Cavs ont encore gagné, que Darius Garland sur lequel on avait et j'avais même un peu de doute sur le pas la motivation, mais la capacité à mettre de côté un peu toutes les rumeurs de mécontentement, le fait que ce serait peut-être le gars qui serait tradé. Bah là, il fait un super match, il met 39 points, il a complètement répondu à Lillard sur le terrain et Cleveland est à 8-0 et en parallèle, ça fait 6 défaites de suite pour Milwaukee. On se disait que ce serait peut-être compliqué Milwaukee ou pas aussi bon qu'attendu, mais là, ça devient dur quand même, là. Ouais, 116-114, ça fait 2 défaites de suite contre Cleveland. Tu as dit 2 matchs serrés quand même. Je vais Ouais. allez, on va d'abord parler de Cleveland. Garland, effectivement, 39 points. Le panier pour la gagne à 3 points à 45 secondes du terme. Derrière, il y a eu une possession que Damian Lillard s'est fait contrer au cercle par Jarrett Allen. Ouais. Ce que je trouve très intéressant du côté de Cleveland, et ça va rejoindre Garland, c'est qu'en fait, à chaque match, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un de différent qui fait la différence. Après, des fois, c'est plusieurs joueurs en même temps, évidemment. Donovan Mitchell a mis le game winner sur le match d'avant. Là, c'est Garland. On a 14 points de Mitchell qui est maladroit, Garland hausse son niveau de jeu. On a 14 points, 15 rebonds de Jarrett Allen. Il n'y a toujours pas Max Truss. Cette équipe, elle joue vraiment bien. Il y a une rotation intéressante. C'est vraiment solide ce qui se passe du côté de Cleveland. Et ouais, le 8-0 est mérité. Je ne sais pas quand est-ce que c'est que la dernière fois que Cleveland a fait un début de saison comme ça sans LeBron James. Je sais pas, mais la greffe avec Atkinson a plus que bien pris. Il y avait quand même la chance d'avoir un effectif qui se connaissait. Parfois, c'est pas forcément une bonne chose parce que si ça a été difficile l'an passé, bah, c'est difficile de créer une nouvelle dynamique. Là, c'est une équipe qui était plutôt fonctionnelle quand même. Et bah, là, avec Atkinson, il a trouvé dès le début des nouveaux ressorts et ça se passe très très bien. Donc, faut voir combien de temps ils pourront tenir, mais c'est déjà impressionnant. Moi, c'est vraiment ça, tu as raison, qui marque, c'est que d'un jour à l'autre, c'est pas le même mec qui va porter l'équipe. Et là, Garland, le voir aussi fort, mettre 7 paniers à 3 points, être clutch, les Cavs sont impressionnants, il n'y a rien à dire. Du côté des Bucks, il y a eu 36 points de Damian Lillard. Il avait déjà mis 41 points dans le match précédent. Alors, tu l'as dit, et pas Yanis. Faire peut-être un petit condensé. Le match précédent, j'ai regardé notamment toute la première mi-temps. Ouais. Je dirais pas que les Bucks jouent bien parce que ce serait faux, tu vois. Ça joue pas bien. Théo l'avait souligné notamment. Il y a des matchs où c'est même dégueulasse. Je trouve que sur le match contre Cleveland, il y avait quand même du mieux dans l'attitude et dans l'envie par rapport. Après, on partait de très bas par rapport à ce qu'on a pu voir sur d'autres matchs, notamment celui, je crois que c'est contre les Grizzlies qui se font cartonner où c'est terrible. Il y avait un peu mieux en termes d'envie, un peu mieux au niveau de la défense. Là, pareil, ils passent pas loin. Bon, c'est des petites victoires morales, mais des petits signes qui peuvent éventuellement dire aux Bucks, OK, il y a au moins quelque chose qui se passe. On parlera de Philly tout à l'heure. Il y a 2 équipes en crise à l'Est. Heu, je dirais que les Bucks a des petits signaux sur lesquels s'appuyer, même si, comme tu l'as dit, 6 défaites de suite, Il y a, 1-6, Yanis blessé, des rumeurs sur Yanis qui commencent. C'est disons que le signe positif, il y a un bon troisième quart-temps, mais le reste, ouais, le banc, là, il y a Green qui met 21 points, donc c'est avec 7 paniers à 3 points. Mais je trouve le banc pas très, très séduisant, ouais, personnellement. ouais. Il y a pas Middleton, il y a pas Antetokounmpo, sur ce match-là, du coup, j'ai pas vu tous les matchs du début de saison des Bucks,
quand j'étais là-bas, j'étais concentré sur d'autres équipes, mais moi, je les trouve pas très rassurants. Alors, c'est bien si tu dis. Ah non, non, mais, un peu. j'essaye de trouver des petits signes, hein, mais Ouais. t'inquiète pas, le constat est terrible, hein. On en a parlé plusieurs Ouais. fois avec Théo. Les Bucks sont en crise. Il n'y a pas à Ouais. dire autrement. Ils ont mal démarré, clairement. C'est une équipe qui a au final beaucoup de lacunes. Tu avais cité OKC, c'est l'autre Ouais. équipe invaincue. 7e victoire de suite pour OKC. Ils ont juste joué un match de moins que Cleveland, mais OKC est sans doute au final l'équipe la plus impressionnante sur le Ouais. début de saison parce que 7 victoires, mais 7 victoires de plus de 10 points. Ils ont toujours écrasé, dominé leur adversaire. Là, c'était contre le Magic, victoire 102-86. Alors, Orlando sans Paolo Banchero, c'est absolument désespérant en attaque. Et quand derrière, tu joues j'ai une stat pour toi. Le Thunder prend 93 points sur 100 possessions. Donc, c'est de loin la meilleure, c'est la meilleure défense de la ligue. 9 points de moins que la deuxième meilleure défense. C'est dingue, en fait. Ils dominent. Je crois qu'ils ont dû prendre que quelques fois 100 points là, depuis le début de la saison. Ils ont laissé limiter je ne sais pas combien de fois leurs adversaires sous les 100 points. Ils Bref, sont le aussi Thunder est impressionnant. Ils sont aussi impressionnants que prévu. Ils donnent pas l'impression de forcer. Chez Gilgeous-Alexander est même pas encore totalement sur un mode MVP qu'on avait pu voir l'année dernière assez rapidement. Et tout ce qui fait leur force défensive et qu'on avait pressenti déjà à l'intersaison entre les recrues et entre ce qu'il y avait déjà en place, ça fonctionne du tonnerre. Pour l'instant, tout se goupille bien. Et tu as raison, ce qui est impressionnant, c'est la facilité avec laquelle ils gagnent les matchs, quoi. Ils ne sont pas vraiment mis en difficulté. Ils vont l'être à un moment. Là, c'était une équipe d'Orlando, tu l'as dit, qui est un peu désespérante en attaque sans Banchero. Et j'ai un peu peur pour les prochaines semaines et même du coup pour la saison parce que j'ai un peu peur soit il le fasse revenir trop tôt, soit il soit vraiment absent très longtemps. Et il n'y a pas vraiment d'alternative pour le Magic. Mais le Thunder super impressionnant et ça confirme un peu le statut de favori. On a beaucoup entendu, on met le Thunder trop haut et tout. Pour l'instant, ils sont vraiment au rendez-vous et ils font plaisir à voir. Yes, non, c'est clair. Allez, je te propose qu'on enchaîne sur d'autres matchs. On va parler peut-être de la performance de Victor Wembanyama. Ouais. Défaite des Spurs contre les Clippers 113-104. Les Spurs qui menaient de 26 points dans le premier quart-temps quand même. Mais il n'a aucun sens le premier quart-temps. 40-14. Victor Wembanyama était une muraille. Je me souviens avoir souvent dit ouais, le Deepoy pour Wembanyama. Ouais. Au bout de 2 semaines, ça devient déjà difficile de se dire que le gars. Je n'irai pas jusqu'à me renier complètement. Je pense toujours que c'est pas le meilleur défenseur de la ligue. Par contre, c'est vrai qu'il a un impact défensif quand même. Là, 9 contre, c'est pour ça que je parle de ça. Il a fini avec 24 points, 13 rebonds, 9 contre. Il met plein de contre justement dans le premier quart-temps. Ouais. 9 sur 22 au tir, 2 sur 9 à 3 points. Il y a encore de la maladresse à 3 points, mais j'ai trouvé que c'était quand même un peu plus dans le flow, notamment sur la fin. Il y a des moments où il rate de peu des tirs, mais c'était dans le flow. Tu vois, c'était des tirs que j'ai trouvé des bons tirs. Du coup, une performance. Après, voilà, il y a la performance individuelle de Victor qui passe tout près du triple-double. Et d'un autre côté, il y a cette défaite contre les Clippers où en plus, ils ont perdu Jérémy Sohan sur blessure, quoi. Ouais, c'est le point négatif. En plus de l'absence de Greg Popovich, qui est un peu inquiétante parce qu'on n'a pas trop de détails sur ses soucis de santé, mais il va manquer plusieurs matchs. A priori, là, les matchs à l'extérieur, il va pas les jouer. On espère que ça ira mieux parce que mine de rien, il a quand même 75 ans et puis c'est éprouvant le quotidien d'un coach NBA. Mais pour en revenir à Victor, il est toujours impressionnant dans la protection du cercle et tout. Après, il faut que pour le DPI, là, ils sont en bilan négatif, mais ils sont à 3-4. Donc, s'ils sont à peu près à l'équilibre, sa candidature, elle me paraît légitime parce qu'il est tellement impressionnant dans la dissuasion que. Il était déjà deuxième quand ils étaient à 22-60. Donc, bon. Voilà. Ouais, donc, on peut supposer que les votants, à moins qu'il y ait d'autres joueurs qui se dégagent vraiment au fil du temps, ils partent favoris, clairement. Ouais. Allez, un autre match que je veux bien qu'on aborde un peu plus de près avant peut-être de donner quelques scores en accéléré. Les Suns ont battu les Sixers. J'avais commencé à parler des Sixers. C'est aussi la crise à Philadelphie. Victoire de Phoenix 118-116. Énorme Kevin Durant dans les 3 dernières minutes. Philadelphie menait de 5 points. Il restait 3 minutes. Kevin Durant, il a mis 6 points. Il a offert une passe décisive et il a mis le panier pour la gagne à 24 secondes de la fin. Kevin Durant qui termine avec 35 points, 6 passes, 14 sur 20 au tir et 6e victoire en 7 matchs pour les Suns. Ouais. Et je ne sais pas si Stephen A. Smith nous dira qu'il manquait de leadership sur ce coup-là, mais en tout cas sur le plan du basket, je ne sais pas si vocalement il a eu du leadership, mais sur le plan du basket, il a eu un gros leadership pour casser l'égalité. Il y a le panier à 24 secondes là, la passe aussi. Enfin, il
il a vraiment été excellent. C'est du KD comme on aime bien le voir, et les Suns ont quand même besoin de ça, mine de rien. Ça fait 5 victoires de suite pour Phoenix, hein, donc ça a bien démarré. Là aussi, là, tu l'avais plutôt pressenti pour Phoenix, tu en avais pas mal parlé pendant l'intersaison. Moi, il y a un joueur sur ce que j'ai vu du début de saison. Alors, il a manqué des matchs, mais à chaque fois que j'ai vu Bradley Beal, j'ai trouvé qu'il était dans un rôle intéressant, avec un peu moins de pression peut-être sur lui. Et je trouve qu'il se donne bien et que ça apporte quelque chose à Phoenix d'un peu différent de l'année dernière. Je me trompe peut-être, on verra. Et puis, il a ses petits soucis physiques qui peuvent le pénaliser un peu, mais je trouve que Phoenix montre un bon visage dans ce début de saison. Ouais, dans l'équipe est meilleure. La présence de Tyus Jones, ton gars Tyus Jones, Ouais. ça change beaucoup de choses. C'est mieux coaché, évidemment. On sent la marque Budenholzer, ça joue mieux. Il y a des meilleurs joueurs. Le rookie Ryan Dunn est intéressant, Ouais, même fort. si là, il n'a pas marqué sur ce match-là. Mais voilà, il y a une rotation qui est plus intéressante et les Suns vont, je pense, faire une bonne saison. Pareil, du côté des Sixers, il y a eu 32 points de Tyrese Maxey et surtout, c'était le retour de Paul George, Ouais. la première du coup de Paul George avec les Sixers. Alors évidemment, un peu rouillé, 15 points, 4 sur 14, mais 6 ballons perdus. Ils ont réduit à 6, c'était 7. Étonnamment, j'ai vu que Bill Simmons avait fait un tweet là-dessus. C'est vrai qu'à la fin, ils lui ont passé Maxey avait un peu moins la balle. Voilà, la présence de Paul George ne va pas tout changer. Après, ils ne sont pas passés loin de battre les Suns, mais moi, cette équipe de Philly, vous en avez parlé hier, entre ce qui se passe autour d'Embiid, le fait qu'on sait qu'Embiid jouera sans doute très peu de matchs cette saison, tout ça, c'est pas encourageant quand même, tu vois. Même si sur le papier, ça reste très fort au complet, et tu te dis, ok, mais du coup, si en playoff, ils sont au complet, mais il n'y a pas des bonnes bases ou une bonne atmosphère qui est en train de s'établir d'ici là, quoi. Non, le problème, c'est qu'ils vont mettre du temps. Ils risquent de mettre un peu de temps à jouer ensemble. Tu sais, c'est ça le truc, c'est que même si Paul George et Embiid sont des grands joueurs, il faut quand même du temps. Il faut de la répétition de match. On l'a vu. On parlait de Phoenix là l'an dernier avec le Big Three qu'ils avaient. Ils ont mis du temps à jouer beaucoup de matchs ensemble, et du coup, tu perds du terrain sur d'autres équipes qui prennent des habitudes que toi t'as pas. Donc là, c'est déjà bien que Paul George revienne relativement rapidement dans la saison après 6 matchs. Maintenant, il faut qu'Embiid arrive. Il faut qu'ils puissent enchaîner les matchs ensemble, tout simplement, avec Tyrese Maxey, et qu'il n'y ait pas d'autres pépins physiques. Dans ce match, on peut peut-être aussi dire un mot rapide sur Gershon Yabusele, qui a, malgré Oui, la bien défaite et sûr. malgré la petite Meilleur prise de match. résultat, qui est bien, quoi. Oui, 19 points, 7 rebonds, 6 passes, je crois, de Ouais. mémoire. C'était quelque chose comme ça. 5 7 rebonds. paniers, Ouais. paniers à 3 points pour Gershon en plus. Ouais. Dont le fameux panier qui donne le 115-110, là dont je parlais, les 5 Ouais. points d'avance. J'ai ouvert le match, je suis passé des Spurs. Non, je sais plus, je suis passé des Spurs à ce match-là, je suis tombé sur le panier de Gershon à ce moment-là. Lui, pour le coup, malgré les difficultés, quand même, bon, son début de saison confirme qu'il a plutôt bien fait de revenir en NBA. Sa place, elle est là sans aucun souci. Là, c'est cool, c'est qu'il a eu du temps de jeu vraiment, quoi. 30 minutes, Ouais. il a joué un peu plus que d'habitude, il a fait un bon match. Ça fait faire du bien. J'espère que Nick Nurse l'a repéré. Allez, il y avait beaucoup de matchs, donc on va passer un peu sur tous les scores. Les Warriors ont encore gagné avec un retour de Stephen Curry. Victoire contre les Wizards, 125-112. 24 points de Curry qui faisait son retour, 6 joueurs à 10 points ou plus, 20 points de Bud Hield, et je pense que tu as vu, je pense qu'on peut déjà lui donner le trophée de meilleur sixième homme. Je ne vois vraiment pas qui va aller lui prendre. C'est bon. Sixième victoire, du coup, je le disais, en 7 matchs. Du côté des Wizards, on a eu un double-double d'Alex Sarr, 10 points, 11 rebonds, 3 contre, et 9 points de Bilal. Bilal Koulibaly qui a chuté à 3 sur 11. Il a été un peu plus ciblé après avoir enchaîné plusieurs bons matchs. Victoire de Golden State. Tout à fait. Le retour de Curry est plutôt rassurant pour les Warriors. On sait à quel point il est important pour cette équipe, dont on ne parle pas trop forcément parce qu'elle est en position d'outsider, mais avec Curry, ça change quand même la donne. Alors là, le début de saison est vraiment intéressant du côté de Golden State. C'est très, très solide. Il y a 13 joueurs qui ont joué. Il y en a 12 qui ont joué plus que 13 minutes hier. C'est impressionnant la profondeur de banc de Golden State. Du côté des Wizards, juste un petit mot pour ton gars, Bob Carrington, 16 points, 8 rebonds, 7 passes, son meilleur match en NBA depuis son arrivée. Là. Mon pronostic pour le rookie de l'année. Il est pas trop mal parti. Il est dans les dark horse. Il fait plutôt un début. Les jeunes des Wizards sont intéressants. On en avait parlé une fois avec Théo. Ça joue mieux en fait du côté de Washington, franchement. Même Keyshawn George qui met 20 points, du coup justement, c'est un autre rookie aussi, je crois. Tout à fait. Je crois qu'il est rookie aussi. Ouais. Suisse ou belge? J'ai oublié. Suisse. Voilà. Je savais que c'était un pays. Suisse avec passage en France dans sa formation.
Shai, toujours là pour avoir les bonnes infos. Merci, Shai. Les Lakers sont perdus contre Detroit. La troisième victoire au cours des 4 derniers matchs pour Detroit. Donc, si jamais aujourd'hui, et vous passez par le rond-point de l'Étoile et qu'il y a un grand bouchon et que vous voyez un homme tout nu avec des cheveux longs qui est en train de s'agiter, de faire des doigts à tout le monde ou de célébrer une victoire sur les capots de voiture, ne vous inquiétez pas, c'est juste Wax qui doit être en PLS au moment où on parle. 3 victoires en 4 matchs des Pistons. Les Pistons qui ont dû battre les Lakers 115-103. 17 points, 11 rebonds, 11 passes pour Cade Cunningham, 26 points de Jaden Ivey. Ça commence à se mettre en place du côté de Détroit et à l'inverse du côté des Lakers, comme on l'avait aussi un peu annoncé d'ailleurs, ça commence à ralentir avec notamment même une blessure d'Anthony Davis. Ouais, Anthony Davis qui fait un début de saison énorme. Là, il met 37,9 rebonds encore. Le problème, c'est qu'il est déjà en train de serrer les dents parce qu'il a une blessure au pied, si je dis pas de bêtises. Donc, ils vont déjà devoir tirer un peu sur la corde avec lui. C'est pas la configuration que je préfère. Un Davis qui est diminué, mais qui doit absolument jouer les Lakers en sont totalement dépendants. C'est ça le problème. Ouais, leur bon début de saison, en fait, je l'ai pas vu parce que c'est encore une fois, vu que j'étais à l'Est, je regardais pas trop les matchs des Lakers. Mais on me disait, c'est pas mal, les Lakers, ça démarre plutôt bien, et c'était vrai, visiblement. Depuis que je suis rentré, j'ai vu que des performances vraiment moyennasses pour les Lakers, donc j'espère qu'ils trouveront un juste milieu. Et puis moi voilà, j'espère surtout que Davis va être en mesure de jouer et sans que ça mette son physique en péril, parce qu'ils sont tellement dépendants de lui. C'est lui le joueur le plus important de l'équipe. Il a mis 37 points, 9 rebonds, 4 passes. Il fait de loin le meilleur début de saison de sa carrière. Ils ont complètement besoin de lui. Tu as raison. On avait souligné quelques lacunes. On avait souligné le fait qu'il n'y avait pas de banc. Et du coup, forcément, les grosses minutes pour les titulaires, ça finit par jouer. Il commence à y avoir de la fatigue. La fatigue, quand tu as de la fatigue, quand tu es fatigué, tu es moins lucide. Quand tu es moins lucide, tu shootes moins bien. On avait aussi souligné le fait que les Lakers étaient très adroits à 3 points, sans doute trop par rapport aux shooters présents dans l'effectif. Tu vois, il n'y a pas de vrais gros spécialistes du tir. Là, ça y est, ça commence à se sentir. Tu as 3 sur 10, par exemple, pour Austin Reeves la nuit dernière, 0 sur 4 pour Anthony Davis. Du coup, c'est pour ça que je me demande pourquoi il faut pas plus jouer. Pourquoi est-ce que là, je vois Connect, il a joué 9 minutes. Ouais, après, Connect, il faut voir pour. Disons que cette équipe, c'est pas non plus la meilleure défense de la ligue, mais c'est vrai que Connect, il a déjà fait un carton. À voir comment JJ Redick va composer, mais il a pas un banc très, très étendu. Ouais. Boston a déroulé contre les Hawks 123-93, 7e victoire en 8 matchs pour les Celtics. J'ai une petite stat avant qu'on parle sans doute de Zachary Rizaché, etc. Les 16 derniers matchs joués sans Jaylen Brown, c'est pas du tout pour envoyer c'est pas pour cibler Jaylen Brown, c'est plus pour donner du love à Jason Tatum. Parce que souvent on nous demande, est-ce que c'est pas Brown le meilleur joueur des Celtics? 16 derniers matchs joués sans Jaylen Brown, donc dont celui de la nuit dernière, 16 victoires pour Boston. Bon, ça montre que cette équipe est très très forte, bien sûr. Elle a évidemment besoin de Jaylen Brown, etc. Il manquait aussi Kristaps Porzingis. Et voilà, je pense quand même que le patron, ça reste Tatum. 28 points, 9 passes et large victoire des Celtics. C'est ça, j'ai l'impression, surtout que maintenant ils ont une telle confiance qu'ils peuvent. Il y a des joueurs qui sont un peu interchangeables. Je parle pas pour une série de playoffs et pour aller gagner le titre, évidemment, mais là tu vois, il y a Keita qui est dans le 5, en 23 minutes, il met 10 points, 7 rebonds, il est parfaitement dans le coup sur le banc. Il recommence à sortir des joueurs, Shireman, Tillman et tout, des Springer. Il y a une identité, une façon de jouer, tout le monde sait s'y adapter, et avec quand il y a les leaders qui sont là, ou ne serait-ce qu'un leader comme Tatum, avec Holiday, White, Horford, ça déroule. Boston est aussi, ils ont perdu un match en manquant de peu un énorme comeback cette saison, mais ils ont quand même gagné 7 de leurs 8 matchs, quoi. Ouais. 2 points pour Trae Young à 1 sur 10 au tir, il est sorti sur blessure. 15 points pour Zachary Rizaché, son deuxième meilleur match en termes de points marqués, je crois. Il y avait eu un match à 17 ou 19, je me souviens plus. Là maintenant 15, 6 sur 15 au tir, 3 rebonds de passe. Donc ça c'est cool pour Zachary, qui est titulaire, qui joue, et qui est maintenant l'occasion de se montrer un peu en attaque. Il a joué 30 minutes. Memphis a perdu contre Brooklyn, plutôt un début de saison plus que correct des Nets. Les Nets ont battu les Grizzlies 106-104. 20 points de Dennis Schroeder, 20 points de Cameron Johnson. En face, 25 points de Ja Morant qui a mis 2 lay-up 360 dans le match. Et un gros match de Zach Edey, 25 points à 11 sur 12 au tir, 12 rebonds, 4 contre.
Ouais, bon, lui aussi, il est plutôt pas mal dans la discussion, hein, Paul Roy. Il fait des stats Ouais. ici et là qui sont très intéressantes. Les Nets, on en a parlé pas mal avec Théo hier parce que je lui avais dit que j'avais vu un match, je lui ai expliqué que j'avais vu un match là-bas et que c'est l'équipe que j'avais le plus regardé. Et elle est très très intéressante cette équipe. Mm. Là, ils ont pas très bien commencé contre Memphis et ils se sont bien repris. Et encore une fois, ils lâchent pas. Je pense que c'est l'identité que leur donne ce coach Fernandez qui est vraiment intéressant aussi. Finney Smith à la fin qui met un panier à 3 points. Voilà. C'est une équipe que je vous conseille de regarder si vous êtes un peu réticent de premier abord, ce que je comprends totalement. Les matchs sont quasiment toujours très serrés et ça joue, ça joue plutôt bien. Memphis, Memphis, il y a des hauts et des bas. Morant, Ouais. je trouve, revient plutôt bien. J'ai écrit un petit article hier pour montrer un peu son adaptation. Il est beaucoup plus passeur, beaucoup moins scoreur, même si là, il met 25 points cette nuit. Et je sais pas si tu as vu, mais il a tenté qu'un dunk cette saison pour l'instant et il fait quand même un peu plus attention à son corps, Mm. ce qui me rassure plutôt. Alors bon, je dis ça, il a tenté et réussi 2 360 qui sont humainement Il y en a compliqués un des deux, c'est complètement dingue. pour le Mais commun des mortels, mais ouais, non, j'aime bien son retour, me paraît pour l'instant prudent et plutôt prometteur. ouais, t'as raison. Et je suis tout à fait d'accord avec toi pour les Nets. Ça joue c'est franchement Jordi Fernandez. On savait que c'était un bon coach. On voyait avec le Canada, mais c'est vraiment intéressant ce qu'il met en place du côté de Brooklyn. Il y a un joueur à Memphis, je le cite, je crois, chaque CQFR, c'est Scottie Pippen Jr. Il continue 14 points, 4 rebonds, 3 passes. Il est vraiment bon en sortie de banc pour les Grizzlies. Hum, Sacramento a battu Miami 111-110 avec une claquette pour la gagne à 7 dixièmes du buzzer, claquette de Domantas Sabonis. Quatrième victoire des Kings, 16 points, 16 rebonds, 7 passes pour Sabonis, 28 points pour D'Aaron Fox, 27 points pour Butler et Tyler Hero, 27 points chacun, mais défaite de Miami. Je ne sais pas si tu as un mot à dire sur ce match ou pas Non, forcément. juste pour les fans des Kings, c'est rassurant de voir des matchs serrés qu'ils arrivent à gagner parce que c'est typiquement le genre de match qu'ils ont perdu en masse l'année dernière. Donc c'est très bien pour eux que Sabonis ait arraché la victoire à la fin. Yes, Utah a gagné son premier match cette saison, victoire 135-126 contre les Bulls. Avec encore un de tes gars, Keyonte George, qui pour le coup Ouais. n'est pas forcément très bien commencé la saison, mais là, 33 points, 9 passes, excellent match de Keyonte George. Ah oui, en parlant de passes, je voulais te dire, Cam Thomas a fait 6 passes dans le match contre les Nets, 6 passes décisives. 6 passes décisives ou 6 passes tout Non, court ouais, là, ça peut prêter à confusion avec Cam Thomas, mais il a vraiment fait 6 passes décisives. Et j'étais impressionné Ah, en mais lisant la stat. je peux te dire que quand j'étais au Barclays Center en train de le voir mettre des shoots improbables contre les Nuggets, je pensais à toi et au match qu'on avait vu, au match des Cavs entre les Cavs et les Nets à Paris, où on regardait le nombre de passes qu'il faisait. Mais non, Nombre de passes tout court. voilà, en France ou à New York, c'est un spectacle, hein, Cam Thomas, franchement. Bon, bref, pardon. Le Jazz donc, a battu les Bulls, 33 points de Keyonte Le, George, première victoire. Il y a eu 28 points, 13 rebonds, 5 passes aussi de John le Collins. Jazz qui attend, le Jazz qui attend quand même le premier match de Cooper Flag en NCAA pour gagner son premier match. C'est pas très cohérent tout ça. Moi, je les voyais très très bien partis pour tanker comme des cochons. Là, faudrait pas gagner trop de matchs quand même. Il y avait une belle affiche entre les Knicks et les Rockets. Victoire de Houston 109-97. Très bonne défense de Houston du coup sur ce match. 25 points de 14 rebonds, 5 passes, 4 comptes d'un Alperen Sengun qui a complètement dominé les débats. Jalen Green n'a pas forcément été très adroit, 5 sur 15, mais il a été bon à la fin. C'est lui notamment à la fin qui a créé plusieurs actions. 12 points d'Amen Thompson. Et ouais, les Knicks du coup qui s'inclinent avec un banc inexistant. 3 points du banc pour New York, 30 pour Houston. Ouais. Et Sengun, alors, qui a dit qu'il domine et qui met 10 points dans le dernier quart-temps alors qu'il était défendu par 4, qui a pris un bon petit bouillon sur la fin quand même et qui a eu du mal à exister, je trouve, dans le match. Il prend énormément de rebonds, 19, je crois. 18 ou 19, je ne me rappelle plus. Mais par contre, qui a beaucoup souffert en défense face au talent et à la palette technique de Sengun. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Sengun, de toute façon, on sait que c'est un super joueur. Et bon, il a l'habitude de maltraiter certains, même si un certain Victor Wembanyama, justement, l'avait plutôt bien ralenti. Ça rejoint la discussion qu'on avait commencé sur le deep boy de Ouais. Wembanyama. Du côté des Knicks, juste au-delà du banc, c'est pas tant que seulement que les remplaçants n'ont pas contribué, en fait, c'est que les titulaires jouent beaucoup, beaucoup de minutes. C'est un peu comme pour les Lakers, on est qu'en début de saison, C'est étonnant, 42 donc. minutes ouais, c'est avec Thibodeau, 42 minutes Bronson. Ils ont beaucoup de mal d'ailleurs sur les minutes sans Bronson, hein. Dès que Bronson sort, c'est compliqué. Ouais. 40 minutes pour Anunoby, 40 minutes pour Michael Bridges. Voilà, il y a un équilibre à trouver. Pour l'instant, ça fait 3-3 pour New York, 3 victoires, 3 défaites. Ouais. Et 4-3 pour Houston.
Charlotte a perdu contre Minnesota, 5e défaite au cours des 6 derniers matchs pour Charlotte. 114-93 pour les Timberwolves, 25 points de Nasri dans sortie de bande, 21 points d'Anthony Edwards. Je sais pas si tu as envie de dire quelque chose sur ce match. T'as Taj Gibson titulaire dans un match NBA en 2024, ça m'a fait marrer quand même. Pour Charlotte. Tom Thibodeau va aller le chercher. C'est sûr. Bah, il lui manque un intérieur, il va faire un trade pour le faire venir, c'est sûr. Du côté des Français, 5 points pour Dijan Salin, 2 points et 5 rebonds pour Moussa Diabaté, 8 points, 8 rebonds, 4 passes pour Rudy Gobert. Alors, non, j'avais passé directement à Denver, mais non. Portland a battu New Orleans 118-100. Alors, c'est à la fois une victoire qui montre que les Blazers jouent plutôt bien sur ce début de saison, et à la fois une défaite qui montre que les Pelicans, même s'ils ont plein de blessés, sont quand même dans une sale situation, tu vois. Défaite 118-100, 24 points de Simmons, 20 points pour Banton. Ouais, il n'y avait pas Zion. Il manque plein de monde. Hein. Il manquait Zion, il manquait Herb Jones, il manquait McCollum, mais quand même, les Pelicans. Non, mais il y a un problème. Enfin, sur le physique, il y a un problème parce que toutes les blessures, tous les ans, il y a plein de blessures. La Zion, il fait un début de saison correct, plutôt intéressant. Et là, il manque 2 matchs de suite. Non, je commence à désespérer. Leur bilan, ils sont pas trop loin de l'équilibre. On est en début de Ils sont saison. à 3-5. C'est le début. 3-5, mais c'est pas rassurant. Alors paradoxalement, par contre, à côté, je trouve qu'Ingram fait un bon début de saison, alors que j'avais un peu peur pour lui, mais pour le reste, j'espère qu'ils vont à un moment retrouver les joueurs, parce que là, c'est pas possible de jouer comme ça. Tu vois le 5, Brandon Boston Jr., donc Yves Missy, mais qu'un rookie, Robinson Earl, c'est trop léger. Moi, j'ai du mal avec Ingram. Oui, ça fait longtemps maintenant que j'ai du mal avec Ingram. J'ai de plus en plus de mal avec Ingram. Le joueur, je le trouve, je sais pas, nonchalant. Théo dit souvent, tu sais pas quel Ingram tu vas avoir. C'est exactement ça. Et même quand il est bon, j'ai du mal. Perso, voilà. Ça se résume à ça. Je pense que j'ai du mal avec Ingram. Victoire des Pacers sur le parquet des Mavericks, 134-127. Les Pacers, ça fait quelques matchs que ça va mieux quand même. Ça a retrouvé d'identité très offensive où ça se partage la balle. 7 joueurs à plus de 10 points. 12 passes décisives pour Tyrese Haliburton avec 25 points, 30 points de Miles Turner, 23 points de Pascal Siakam. Belle victoire du coup d'Indiana sur le parquet des Mavericks où il manquait Derek Lively. Et clairement, les Mavs n'avaient pas envie de défendre. Ils ont très très mal commencé le match. Je crois qu'il y avait 18-5 ou un truc comme ça quand j'ai décidé que je lâchais l'affaire. Mais voilà, ils ont décidé de lâcher l'affaire en même temps que toi. Voire même avant, mais peut-être 34 points et 15 passes décisives pour Luka Doncic. Mais ouais, les Mavs, c'était pas ouf. Ouais. Et belle victoire des Pacers quand même. Absolument. Autre match, pardon. Denver a eu très chaud. Mais a fini par battre Toronto 121-119. Une équipe de Toronto qui pourtant joue déjà quasiment, alors ça va être très dur, les fans des Raptors vont me détester, mais quasiment un effectif de J-League. En tout cas, il y a la moitié de l'effectif, c'est des mecs qui c'est intéressant, mais tu vois, t'es pas encore sur des joueurs très confirmés en NBA. Même si Gradedick fait par exemple un très bel début de saison sophomore, etc. Victoire de Denver, il a fallu 28 points, 14 rebonds et 13 passes de Nikola Jokic, triple-double, et aussi 21 points, 6 rebonds, 6 passes de Russell Westbrook, qui pour le coup a très bien défendu sur la dernière action. C'est lui qui stoppe R.J. Barrett. Ouais, je disais à Théo hier que du coup, pour les avoir vus à la salle, les Nuggets me rassuraient pas beaucoup sur le début de saison. Je les trouve en difficulté dans les matchs. Ils sont vraiment obligés de se bouger pour les gagner, alors qu'avant, c'était plus fluide, notamment l'année du titre, évidemment. Et pour Westbrook, c'est marrant parce que c'est vraiment, lui aussi, c'est une expérience de le voir jouer. En tout cas, à ce stade de sa carrière, c'est une expérience un peu différente de ce qu'il était avant, parce que, enfin, t'as l'impression qu'il fonce tout droit. Il est jamais sur le frein. Parfois, ses coéquipiers sont pas du tout dans le même rythme et ils comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Donc parfois, ça fait des trucs compliqués et pas très agréables à voir. Là, c'était très bien parce qu'il a mis ses points, parce que défensivement, il a eu un bel impact. Et tu le disais, sur la dernière action, il est décisif parce qu'il défend bien sur Barrett, non? Je crois. Sur Barrett qui défend sur la dernière action. En tout cas, il a apporté ce qu'il est censé apporter. Là, il était dans le 5 et pas en sortie de banc, mais bon, il cherche aussi un peu ses marques, c'est normal, et il n'est pas toujours sur la même longueur d'onde que ses coéquipiers, mais là, il a été important. Ouais. Yes. Quel match il restait qu'on n'a pas cité? Je crois qu'on a parlé de tous les matchs NBA en tout cas. J'espère qu'on n'a rien oublié. On peut faire un petit point NCAA. Tu as parlé de Cooper Flag, mais il y avait aussi des matchs NCAA à Paris. Et je veux bien que tu nous racontes ça, Shai, parce que tu y étais.
Absolument, j'étais avec Théo. Il y avait alors l'année dernière, il y avait déjà eu une affiche de NCAA féminine entre South Carolina et Notre-Dame. Ça avait été très, très, très confidentiel. Joué à Carpentier, quasiment pas de fans français, mais c'était un peu un galop d'essai et c'était déjà très, très sympa. Là, cette année, bon, la communication n'a pas été fantastique, on va pas se le cacher, parce que malheureusement, l'Adidas Arena, qui est une très belle salle, d'ailleurs que j'ai découvert pour la première fois hier, était pas très très rempli, alors qu'il y avait deux belles affiches. Il y avait notamment USC qui jouait, USC avec Juju Watkins, dont on a beaucoup parlé, protégé de Clutch Sport de Rich Paul, et qui a participé donc à ce match-là. C'était contre Ole Miss, et Juju Watkins a plutôt brillé. On a vu un peu les bribes de ce qu'allait faire, je pense, sa célébrité dans les années à venir, parce que là, c'est que sa deuxième année en NCAA, et donc USC a remporté le match contre Ole Miss 68-66, et Juju Watkins a fini avec 27 points, 10 rebonds, 4 passes, 5 contres, 3 interceptions. Bon, aussi 9 ballons perdus. Elle était autant en jet lag que moi hier. Et un match à 18h, voilà, c'était peut-être un peu tôt avec le décalage horaire, et en sachant que c'était le premier match de la saison, parce que c'est des matchs officiels comme celui de l'année dernière. C'est le lancement de la saison universitaire, et c'est quand même super d'avoir ça à Paris. Et dans la foulée de ce premier match où on a donc vu Juju Watkins, il y en a eu un deuxième avec encore une fac californienne très référencée, UCLA, qui a battu Louisville 66-59. Alors ce qui était drôle, c'est que Théo m'a envoyé des textos pendant le match, qu'on n'était pas assis à côté. Il me disait, bon, il y a qui à suivre du côté de Louisville et tout. Alors Louisville, je suis plus depuis quelques années parce qu'il y a moins de joueuses que j'aime bien. Mais il y a quand même pas mal de noms de famille assez connus du côté de Louisville. Il y avait notamment Isela Arenas, la fille de Gilbert, l'agent zéro, qui porte le même numéro que son papa, qui a marqué 3 points. Et il y avait McKinley Randolph, la fille de Zach Randolph, qui lui était présent avec un maillot de sa fille au bord du terrain. Que j'ai trouvé d'ailleurs, en tout cas à distance, presque plus affûté que quand il joue en NBA. Théo confirme dans l'oreillette. Il y avait, alors ça c'était pour Louisville, mais du côté de UCLA, il y avait aussi Gabriela Jaques, la sœur de Jaime Jaques du 8. Et donc c'était un match très sympa, beaucoup plus intense et rythmé que le premier. Et UCLA a gagné 66-59 avec une joueuse que j'aime beaucoup déjà de l'époque où elle était à Stanford, c'est Lauren Betts, l'intérieur, qui a fini avec 18 points, 13 rebonds, 5 passes et 4 contres, et qui, à mon avis, sera dans le top 3 de la draft, mais alors pas cette année, mais du coup, si je dis pas de bêtises, elle, ce sera en 2026, pardon, voilà, draft 2026. Voilà, les juniors, draft 2026 pour Lauren Betts, une joueuse à suivre, et à mon avis, on en reparlera dans quelques années, vous verrez. Yes, et chez les hommes, du coup, il y avait les grands débuts de Cooper Flag. J'ai évidemment plus les stats sous les yeux, je les avais. Je vais te les donner. Duke a battu assez largement la fac de Maine avec 18 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions de Cooper Flag. J'ai vu que un dunk sur puissant. La seule image que j'ai vue de ce match, c'est le gros dunk qu'il met. Voilà. Ouais, Donc, je ne vais pas pouvoir commenter plus que ça. Gros écart de niveau entre les deux facs. Et puis, bon, ce qui était pour le symbole, c'est que Cooper Flag, il vient du Maine. Il a grandi dans le Maine. Il a fait son lycée dans le Maine aussi. Donc, c'est un petit symbole. Mais début très réussi pour Cooper Flag, qui est très attendu. Et puis, pour avoir discuté avec quelques spécialistes de Duke hier, il est déjà impressionnant. Enfin, tout le monde le trouve déjà impressionnant, très mature. Et il parle de lui comme un prospect qu'ils n'ont pas vu depuis très très longtemps, et pourtant ils en ont quand même eu des plutôt très bons, même les dernières années, et même alors que l'équipe ne gagne plus de titres depuis quelques années quand même. Yes, et ben écoute, Shai, on a fait le tour, c'était un sacré CQFR. Bravo. On se retrouvera de toute façon demain pour un autre CQFR. Je te propose qu'on reprenne les late sessions. Je te mets pas ce soir, mais on the spot, mais la semaine prochaine. Est-ce que ça te semble jouable? C'est parfait, on peut faire une énorme annonce. Nickel, mardi voilà. prochain, donc mardi 12. Mardi 12 novembre. Très bien. Ça collerait mardi 12 novembre? Ça collera, donc soyez au rendez-vous. Ouais, voilà. Tu me diras pour l'heure, est-ce qu'on attend que tu aies pris ton petit repas tranquille? Est-ce qu'on commence plus tôt, plus tard? Voilà, libre à toi. Peut-être que je vais devenir sérieux cette saison et que je mangerai peut-être avant les entraînements, mais j'aime pas. Les Allemands font ça, moi ça me plaît pas trop. J'aime pas trop arriver à l'entraînement avec le ventre plein, mais voilà. Peut-être que je me mettrai à manger tôt. Marrant, je suis comme toi. Avant mes matchs de foot, j'arrive jamais à manger parce que j'ai peur d'avoir une caravane à tirer pendant le match. Du coup, c'est encore moins bien de manger à 23h quand tu rentres, et surtout que tu manges pas toujours un truc très équilibré. Tu manges toujours mal à 23h, toujours quel que soit le plat. C'est pour ça que les Allemands sont meilleurs que nous. Voilà. Exactement. Écoute, sur ces belles paroles très justes, Deutschland über alles.
On va se quitter là-dessus. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.